pense que la plupart d'entre vous assistent régulièrement à mes cours. Et donc vous savez que régulièrement je fais des petits intermèdes, parce que c'est des questions qui apparaissent au fur et à mesure dans le cours. Et donc je vais faire un petit intermède sur l'identité de Cotlar. Et qui m'intrigue, parce que bon, ok, c'est une identité remarquable. Je vous rappelle qu'avec la convention 2π égale à 1 pour la définition de la transformée de Hilbert, il faut faire un peu attention à ça, on a cette identité. Il y a peut-être un 2 qui traîne ici, de H MHM, où H c'est la transformée de Hilbert, c'est-à-dire la valeur principale de 1 sur X convolée avec M. Bon, alors je reviendrai dessus. En soi, c'est une curiosité, et en revanche, elle joue un rôle important dans tout ce qu'on fait dans ce cours, parce qu'on en déduit à des constantes qui n'ont pas d'importance. On en déduit cette identité, qui est bien sûr utile lorsque M est positif ou nul, c'est-à-dire une mesure. Et évidemment, dans L3, parce qu'à la fin, si M est positif, bon, il y a une information de dire que si ce n'est pas dans L3, c'est plus infini, et à gauche, c'est aussi plus infini, mais enfin bon, ça c'est vraiment du détail. Bon, donc ça c'est vraiment utile, ça c'est une observation. Bon. Mais si on se souvient que, à nouveau, alors je mets un 1, et puis là je vais mettre C1. H, la transformée de Hilbert, est une isométrie dans L2. Alors, je vais mettre C0 ici. Parce que, à nouveau, c'est la question de la normalisation. De quoi ça vient? C'est simplement que la transformée de Fourier, la transformée de Fourier la transformée de Fourier de la transformée de Hilbert, c'est moins sin de x à peu de choses près. Et donc, le carré, ça fait 1, et voilà pourquoi on a une isométrie. C'est une manière calculatoire de le vérifier. Et donc moi je me suis posé assez naturellement la question de, vous avez compris déjà j'imagine avec le choix des constantes c'est 0, c'est 1, c'est que là c'est m à la puissance 0, là c'est m à la puissance 1. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, je ne dis pas que c'est utile, mais ça ne peut pas faire de mal de le savoir. Et la réponse oui, et oui. Alors on va prendre... Et je ne sais pas très bien où ça s'arrête. Donc, pour quel alpha la question? C'est pour quel alpha bêta, positif ou nul, on va dire. Ouais. L'intégrale de m puissance alpha hm à la puissance bêta est semblable à l'intégrale de m à la puissance alpha plus bêta. Donc, et quand je mets hm à la puissance bêta, il faut être un tout petit peu près précis, je veux la valeur absolue. Donc ça, c'est quel que soit m positif dans ces zéros infinis. Et quand je dis semblable, c'est qu'il y a une inégalité qui est triviale, qui est le fait que H, non seulement est une isométrie dans L2, mais en fait c'est une bijection de tous les LP dans eux-mêmes. Donc, par inégalité de Hölder, ceci est facile. Et ça, c'est dû... ouais, bon, enfin, bon, peu importe. Et donc ça, c'est juste les inégalités de Hölder. Donc ce qui est vraiment plus compliqué, c'est 1 sur C.
Alors, bon, pour alpha égale à 0, bêta supérieur ou égal à 1, oui, c'est quand même bien de mettre alpha plus bêta supérieur ou égal à 1. Bien. Pour alpha égale à 0, alpha égale à 0, quel que soit bêta supérieur ou égal à 1, c'est OK, parce que les choses sont équivalentes. Évidemment, bêta égale à 0 n'a aucun intérêt, puisque c'est une tautologie. Donc, ce que l'on voit surtout, c'est que pour bêta égale à 2, c'est OK, hein, simplement parce que H envoie LP dans LP, que pour bêta égale à 2, on a alpha égale à 0 et alpha égale à 1. Bon, je prétends que c'est OK si alpha est un entier. Donc en l'occurrence, comme on a déjà 0 et 1, c'est supérieur ou égal à 2. Bon, alors je vais le faire pour 2 et pour 3, et puis on va s'arrêter là. Puisqu'après, les calculs se compliquent. Alors, c'est une curiosité, mais il y a quelque chose d'un peu troublant là-dedans. Alors, on a envie de dire qu'on a envie de combler les trous, parce que déjà, si pour bêta égale à 2, on a tous les entiers, on a envie de dire que ça va être pour tous les réels entre, par que la démonstration s'effondre, et que je ne sais pas faire marcher, ce qui est assez naturel, une technique d'interpolation. Ce n'est pas les espaces, il n'y a pas ce qu'il faut. Donc, formellement, on a envie de dire, oui, on interpole entre. Ben, à part que, comment le faire, à part agiter des mots, enfin, invoquer des grands mots, c'est autre chose, c'est pas une norme, ce truc-là. Donc, bon. Donc, est-ce que c'est restreint au cas bêta égale à 2? J'en doute un peu. Mais en tout cas, c'est pour bêta égale à 2 que les identités miraculeuses de fonctions holomorphes fonctionnent. Alors, on va faire ça tranquillement. Donc, vous vous souvenez que si U est une fonction holomorphe sur R2+, c'est-à-dire l'ensemble des Z dont la partie imaginaire est positive, le demi-plan supérieur. Petit effet Larsen. Et que U en Y, on va noter Y, la partie imaginaire de Z, vaut M, la partie réelle de U, pardon, alors la partie imaginaire de U en Y et HM. Les traces au bord d'une fonction holomorphe ne peuvent pas être absolument quelconques. Il y a ce lien entre la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, ce sont des choses bien connues de l'analyse complexe que je ne vais pas redétailler ici. Et donc, l'identité remarquable de Kotlar peut se voir en disant que si U est holomorphe, alors, bien entendu, U à n'importe quelle puissance n est aussi holomorphe. Et là, vous voyez que l'intégrité de n, essayer de changer de place. Je ne sais pas si vous l'entendez fort, l'effet, ou pas, parce que moi, je l'entends bien. Hein. Je change un peu de place. OK. Mais ce n'est pas permanent, c'est par moment. Bon, alors, donc, U plus pour n entier. Bon, pour n égale à 0, évidemment, il n'y a pas grand-chose à faire. N égale à 1, il n'y a aucune nouvelle information. Et Kotlar, rappelez-vous, j'avais rapidement fait ça dans le cours, correspond à n égale 2. Donc n égale 2 entraîne Kotlar. Parce que grosso modo, ça vous dit que la partie imaginaire de U puissance n en y égale à 0, c'est h de la partie réelle de U puissance n.
Oui, toujours. En y égale à 0. Bon. Donc, a priori, on a une cascade d'identités avec des h, des puissances, etc. Donc, je vais détailler n égale à 3, n égale à 4. Voilà. Et évidemment, quand un entier, on peut développer. Hein, plus j'y vais à la puissance n, ben on développe. Donc ça, là, on peut faire des calculs et on voit ce que ça donne. Donc on sent bien que c'est très rudimentaire et qu'il y a beaucoup plus général que ça. Mais ça ne va pas marcher pareil. Donc là, je trouve que c'est une jolie question d'analyse. Après tout, l'identité de Cotlar et sa conséquence qui est là, ce sont des choses extrêmement connues et je n'ai jamais vu cette préoccupation. Ce n'est pas tout à fait neutre pour les problèmes qui nous occupent. Bon, la puissance bêta, c'est par souci de compréhension. Mais qu'au niveau des équations de Dyson, des quantités comme ça, c'est très naturel. Hein. Bon, alors, on va faire un petit calcul pour s'échauffer ce matin. Donc pour n égale à 3, si je prends u plus iv au cube, je vais donc avoir u cube plus 3i u carré v, moins 3i u v, non, moins 3, c'est le i au carré, donc u v2, et puis moins i v cube, à quelques erreurs de calcul près. Donc je prends la trace sur le bord, je prends la partie imaginaire, et je vois que 3mhm, c'est le m carré, moins hm cube, moins hm cube, donc ça c'est la partie qui est imaginaire, je vérifie que je ne suis pas en train de dire de bêtises, non, je pense que c'est à peu près correct, et est égal à m3 moins 3m hm carré. Bon. Identité encore plus bizarre qu'à celle de Cotlar, mais c'est une identité. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie, il faut que je fasse quelque chose là, 3m carré hm moins intégrale de hm cube. Donc ça, on a envie de le multiplier par m ou hm. Je pense que c'est m. Oui, il y avait déjà ça qui me gênait. Donc, au membre de gauche, je vais avoir l'intégrale de m4 moins 3m2 hm carré. OK, et là, je vais avoir 3m cube 3m cube hm, je ne retrouve plus du tout ce dont j'avais envie, mais ce n'est pas grave, moins m hm cube. Et j'intègre. Quand même regarder ce que je suis en train de raconter là. M cube moins 3m
HM carré, c'est bon, égale H. Ah oui, j'ai oublié un H. Ça, c'est la partie imaginaire, donc heureusement que j'avais fait le calcul. Ça, c'est la partie imaginaire, et ça, c'est la partie réelle. Mais il y a un H au milieu, il y a un H pour passer de l'un à l'autre. Bon, parce que sinon, j'allais avoir des soucis. Alors, H de quoi? Oui, ça, c'est pas très grave. D'accord. H carré, c'est moins l'identité. Donc, le H... OK. Si H carré est l'identité, eh bien le H est moins l'identité. Si je fais passer le H de l'autre côté, j'en déduis que m cube moins 3m hm carré, c'est moins H de ça. C'est-à-dire moins 3m carré hm et un H devant. Et plus H de Hm cube. Je crois que cette fois, là, je suis mieux parti. Et donc maintenant, je multiplie par M. Je multiplie par M et j'intègre. Donc je vais avoir que l'intégrale de M cube est égale. Il y a M Hm là c'est un 2, c'est celui qui est là. Donc est égal à M2 Hm carré, j'ai multiplié par M et j'ai intégré, donc ça m'en fait 3 ici. Si je multiplie par M et que je fais porter le H par transposition sur le M, ça me fait un moins, moins par moins ça fait plus, et donc j'en récupère aussi 3 là. Et donc ça fait 6, l'intégrale de m carré hm carré, et j'ai tenu compte de ce terme-là, Il m'en reste encore un, qui est le terme qui est là-bas. Donc je multiplie par m, j'intègre et M3, j'ai multiplié par M, donc c'est M4. Oh là là, j'arrive pas à écrire. Et celui-là, je le multiplie par M et je l'intègre par partie. Et donc ça me fait l'intégrale, j'intègre par partie, je fais la transposition, et ça m'en fait 3 ici. Donc autre identité remarquable qui nous dit plein de choses. D'abord, ça nous dit que, excusez-moi, donc voilà, ça c'est le bon résultat. Et après quelques multiples corrections, on est arrivé à ce que je voulais. Donc c'est une identité de Cotlar bis, maintenant avec des puissances 4. Et la puissance 3, elle est passée où là? Ah oui, mais c'est normal. C'est normal. Là, on est à la puissance 2. Voilà. Pas la forme. Bien, ok. Donc c'est bien la suivante hein, dans la liste. Après l'isométrie et celle-ci, ben, vous en voyez que c'en est une autre, qui vous dit aussi que l'intégrale de m carré hm carré contrôle m4, la borne L4. Ces deux termes, ils sont du même ordre. Donc tous ces termes sont des quantités qui sont équivalentes en taille à l'intégrale de m4. Parce que h carré, c'est l'identité, donc h est bijectif dans tous les LP. Voilà, donc c'est effectivement une autre identité. Allez, je vais tenter. On pourrait se dire peut-être qu'on peut obtenir d'autres choses si au lieu de multiplier par m, que ce soit au niveau de Cotlar ou au niveau de celle de la suivante,
on multiplie par hm. Et là, on n'obtient rien d'intéressant. Plein de trucs, mais qui ne sont pas signés. La raison que par le fait qu'on soit toujours avec des carrés tient au fait, c'est ça qui rend cette question un peu probablement pas très bien posée, c'est le fait que c'est absolument pas naturel si on pense, si on a l'interprétation des fonctions holomorphes, d'avoir une valeur absolue ici. Il n'y a aucune raison qu'elle sorte dans une manipulation de fonctions holomorphes. En revanche, si on a des carrés ou des puissances paires, là, il y a peut-être un espoir. Donc, la technique Kotlar que je prends, et on va vite voir que pour n égale à 4, et puis on arrêtera là ces calculs fastidieux. Alors, donc, on dit que, que la fonction u plus... ouais, alors c'est pas très malin ça. Hein. C'est f, ouais. C'est pas le même u, je suis vraiment désolé. Hein. Donc là, c'était la fonction holomorphe complète. Je vais mettre un grand u. À la place du petit u ici. Et je note grand u égale u plus iv, où u et v sont réels. Bon. Allez, u plus iv à la puissance 4. Et puis on va arrêter là les développements. Mais toujours, vous allez voir, c'est toujours la même chose. Alors, on va avoir U4 plus 4 I U3V plus 4 fois 3, 12 divisé par 2, 6 au sens de moins parce que c'est un I carré U2V2 plus 4 U I cube V cube, donc I cube ça fait moins I, donc ça fait moins 4 I U V cube, et I4 ça fait plus 1 V4. Pourquoi pas? Donc nouvelle identité bizarroïde. Et cette fois, je vais directement écrire la partie réelle comme étant moins h de la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est h de la partie réelle. Donc, la partie réelle, c'est moins h de la partie imaginaire. Alors, la partie réelle, qu'est-ce qu'on a? On a M4 plus HM4. Ouais. Moins 6 m carré hm carré, qui est égal à moins h de la partie imaginaire, qui est 4m cube hm moins 4m hm cube. On multiplie par m, comme d'habitude. Intégrale de m5 plus m hm4 est égale à m cube hm carré. Ce qui est bien ce qu'on veut, hein, puisqu'on était à m carré hm carré au coup d'avant. Maintenant, on est à m cube hm carré. Il y en a combien? Là, il y en a 6 qui passent de l'autre côté. Et là, quand je multiplie par m et que je fais la transposition, moins h transposé, ça devient plus, et ça m'en fait 10. Avec le bon signe. Et enfin, il ne me reste plus qu'un seul terme, là ça va un peu plus vite, qui est, alors, regardons bien les signes. Là, je suis à plus. Je multiplie par m, je fais la transposition, ça me fait un signe moins. Donc ça va se mettre de l'autre côté. Et ça va se mettre en me donnant 4m hm, 4m hm puissance 4. C'est-à-dire que là, j'en ai 5. Voilà, donc là, vous voyez, vous commencez à voir apparaître la manière dont ça se passe. Hein. C'est que
l'identité qui nous intéresse, c'est m carré hm4, c'est m4, pardon. Et là, m3 hm carré, m5, toujours pareil. Tout ça, ce sont des termes qui se révèlent être du même ordre de grandeur que l'intégrale de m5. Bon. Enfin, ça, je ne sais pas. Ça se majore par l'intégrale de m5, mais je ne sais pas, puisque c'est le cas bêta égale à 4, je ne sais pas si c'est comparable à l'intégrale de m5. Je le pense, mais je ne sais pas le démontrer. En tout cas, c'est positif ou nul. Et donc, ça c'est le cas, pardonnez-moi, c'est le cas, je suppose j'en suis, c'est alpha égale à 3, qui nous montre qu'on a une inégalité, que l'intégrale de m3 hm carré majore 1/10 de l'intégrale de m5. Au fur et à mesure que les puissances vont monter, on va avoir des coefficients de plus en plus petits. Voilà, bon, donc on peut faire l'argument un peu plus général avec la formule de Newton hein, pour la puissance énième, et ça marche exactement pareil, et je vais arrêter là. Donc pour n entier, c'est vrai. Alors c'est un truc, enfin pour alpha entier, c'est vrai. C'est quand même une curiosité que je vous signale en indiquant cette question pour montrer que alpha, donc je vais mettre un n ici, quel que soit n entier. Hm carré est semblable à l'intégrale de m à la puissance n plus 2. C'est deux fonctions homogènes de degré n plus 2. Et dire qu'elles sont semblables, c'est-à-dire on peut majorer et minorer l'une par l'autre, modulo des constantes. Si la puissance, si à gauche on avait quelque chose de convexe en plus d'être homogène, eh ben, en prenant la puissance 1 sur n plus 2, on aurait une norme et on dirait simplement que les normes sont équivalentes. Mais je ne sais pas si c'est convexe, je ne suis pas sûr du tout. Bon, je ne crois pas d'ailleurs. Donc fin de l'intermède avec une question, donc même si l'identité de Kotlar est connue depuis très longtemps, dès qu'on gratte un peu, qu'on se pose des questions peut-être un peu bizarres, eh bien, il y a des... je ne sais pas ce qui se passe. J'ai la faiblesse de penser déjà que lorsque bêta est égal à 2, on peut boucher les trous, hein, puisque là on a les entiers. J'ai du mal à imaginer que pour racine de m, ça ne marche pas, qu'il y ait des aberrations entre les entiers. Mais c'est simplement porté par une croyance aveugle en une interpolation qu'on n'a pas le droit d'appliquer strictement. Bien. Alors, donc, je reprends le fil du cours. Où en est-on ? On en est au moins formellement. On avait commencé à étudier des problèmes de contrôle de l'équation de Dyson, disons un cas typique, et on a au moins formellement écrit, on en a déduit par l'argument de la programmation dynamique, on en a déduit une équation de HJB. Formellement, oui et non, c'est-à-dire que, je ne l'ai pas fait en détail, mais c'est assez standard. Dès qu'on a un peu de différenciabilité en le point où on veut écrire l'équation d'Hamilton-Jacobi-Bellman, on peut la justifier. Bon, il faut un petit peu plus, mais il est facile de mettre des conditions pour dire qu'on a un bon point où à la fois on peut différencier la fonction valeur et que la différentielle a la bonne intégrabilité. À ce moment-là, on peut effectivement écrire l'équation. Aujourd'hui, on va, j'aimerais, si je ne traîne pas trop, j'aimerais qu'on ait aujourd'hui
sans parler de problème de cible, l'étude de l'équation de JB. Bien. Alors, ça risque d'en faire un peu beaucoup, mais on devrait arriver pas très loin d'un théorème d'existence et d'unicité pour les équations correspondantes. Donc, de quelle équation ils sont? Donc, remarque, pour commencer. Déjà, on va rappeler l'équation. J'hésite parce que j'allais écrire un demi, parce que c'est ce qu'on a écrit, mais j'ai envie de mettre un coefficient quelconque devant. Mais je vais plutôt le mettre ailleurs. Ça, c'est une notation sur laquelle je vais revenir instantanément. Et donc, ce que je vais mettre ici, je vais mettre un kappa, un du sur dm, dans la direction dx MHM. Donc, ça, quand on écrit quelque chose égale f sur p, on va dire sur P2. Je vais tout de suite mettre le deuxième moment. Donc P2, c'est les mesures de probabilité dont le deuxième moment est fini. Et ouais, allez, je vais laisser un petit tu. Lors du cours dernier, il y avait un grand tu, mais c'était pas très grave. Puis kappa est un nombre strictement positif. Je ne sais d'ailleurs pas s'il ne faut pas que je le prenne même supérieur ou égal à 1. On va voir. Non, je crois. Non, apparemment, strictement positif suffit. Alors, je fais très attention aux signes, et très attention étant entendu que lorsque je suis au tableau, que je fais un calcul, les signes ne sont jamais trop garantis. Mais là, c'est assez important. Parce que se tromper de signe sur cette dérive, c'est dire qu'au lieu de contrôler l'équation de Dyson, on contrôle l'équation de Dyson rétrograde. Et ça, c'est quand même un peu dangereux, parce que l'équation de Dyson, vous avez vu, en fait, c'est une sorte d'équation de diffusion. Bon, ben, contrôler l'équation de la chaleur rétrograde, ça, c'est un jeu un peu spécial. Donc là, l'équation de Dyson régularise. Pourquoi je dis que c'est une équation de diffusion? Au moins, on a vu dans les résultats rappelés et démontrés précédemment que l'équation de Dyson régularise. À partir d'une mesure quelconque, on tombe dans l'infini. Donc ça régularise. Donc il y a un sens du temps qui est important là-dedans. Et du coup, ça veut dire qu'il faut faire attention aux signes. Alors je reviendrai sur une interprétation hilbertienne de ceci. Cette expression, il n'y a pas de norme, de quoi s'agit-il? Ça, ben, c'est ce que l'on obtient par la programmation dynamique, en prenant le sup sur tous les contrôles, en écrivant, ça correspond à sup de 1 demi, non, loupé, de du sur dm, sup sur les bêta, dans la direction moins dx bêta m. Je préfère mettre un moins ici, tout à l'heure ça sera un peu plus clair. Bêta c'est moins alpha, hein. Moins 1 demi de l'intégrale de bêta carré m. Ce sont ça les expressions que l'on avait vues apparaître. Ça, c'est le coût du contrôle. Hein. C'était comme ça que c'était câblé. Et donc, ceci, la partie, je vais les encadrer en rouge, c'est ce que l'on avait fait la semaine dernière. De sorte que cette expression-là
se trouve être bien sûr égal à l'intégrale de dx de du sur dm au carré m, avec un 1,5 devant. Donc c'est ça que je note comme ceci. Alors attention, ce n'est pas une dérivée seconde. Ce n'est pas la dérivée seconde mixte, U ne dépend que de m. Donc U est une fonction, il faut bien comprendre cela, U est une fonction qui va de l'espace des mesures, en l'occurrence ici de mesures de probabilité, à valeur non R. Donc du sur dm, c'est quelque chose qui vit dans le dual des mesures de proba. Pensez fonction continue, c'est faux, mais on va faire comme si. Okay, c'est une fonction de x, et c'est cette fonction de x que l'on dérive. Bon. OK. Alors, cette équation-là, on va... je vous ai déjà expliqué que la principale nouveauté, la principale difficulté était dans ce terme de dérivée première non bornée. On n'oublie pas que l'on complète ces équations-là par une condition initiale qui est U0, qui est une fonction continue sur P, P2, et que j'ai F, qui est une fonction continue sur P. P est un ensemble compact, muni d'une de ces distances, c'est un ensemble P2, c'est un ensemble compact. Ou plus exactement, les bornées sont compactes, enfin bon, peu importe. Je n'insiste pas là-dessus. OK. Donc on a, si vous voulez, de l'uniforme continuité, ce n'est pas le problème. OK, donc la difficulté essentielle là-dedans, c'est évidemment pas sur les données, c'est sur la... cette partie-là est standard, c'est vraiment la partie que l'on obtient si on prend des équations de Hamilton-Jacobi éconales avec un demi de gradient U carré en dimension n et qu'on fait tendre n vers l'infini sous des hypothèses de symétrie. Donc ça, c'est connu depuis, c'est analysé depuis très, très longtemps. Si on veut des solutions de viscosité à un sens précis sur l'espace des probas et pas dans une autre interprétation, je vous renvoie donc, comme j'ai dit la semaine dernière, au cours de Charles, au cours Péco de Charles. Mais on comprend cette équation-là depuis longtemps. En revanche, ça, c'est un phénomène nouveau. Alors, on va en fait se servir d'une idée de perturbation par une fonction singulière qui crée de l'information sur les extrémas. Je vous avais indiqué que c'est la première fois qu'on avait introduit cette idée, c'était avec Mike Crandall il y a très longtemps. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, imaginons qu'on prenne une sous-solution et je vais faire les choses formelles en supposant que U est une solution classique, régulière. Sous-solution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que j'ai inférieur ou égal à F. Je pourrais dire inférieur ou égal à U0, mais on oublie la condition initiale, c'est pas très grave. Donc régulière. Bon. Et je vais regarder. Je vous rappelle que E de M, qui n'est pas défini sur tout l'espace des mesures de proba, mais enfin, bon, on raisonne de manière formelle. C'est moins 1,5 de l'intégrale de log de x moins y, l'entropie, m de x, m de y. Bon, alors, ça, c'est... On va faire aussi comme si c'était positif ou nul. Je vous avais expliqué que la légère non... le fait qu'on n'ait pas un signe constant de ce truc-là
c'est uniquement pour les x moins y grands, ou supérieur, disons, ou égal à 1. Et si x moins y est supérieur ou égal à 1, le log croît lentement, donc on contrôle facilement ce reste d'intégrale on le contrôle facilement par le deuxième moment. Donc, pour tout ce que je vais vous raconter dans le cours, je vais simplifier. Je vais faire comme si c'était positif ou nul. Sinon, c'est juste des points, des scories supplémentaires. C'est juste pour qu'on ait en tête les scories techniques supplémentaires. Et le calcul que je vais faire maintenant, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si je regarde U moins delta EM. Et pour delta petit. Donc, je retranche quelque chose de positif. Donc, je suis en train d'abaisser la fonction. Et donc, vous vous doutez bien que ce que j'espère, c'est que ceci soit encore une sous-solution. Et ce que l'on verra par le calcul, c'est que non seulement c'est une sous-solution, mais ça fera apparaître un peu de norme L³ de M dans l'inégalité. Donc, on fait le calcul. Alors, c'est dm de... alors, ça ne dépend pas du temps. Donc si j'appelle ça U delta, avec un delta en bas, pour bien signifier que c'est plus bas. Donc du delta sur dt plus 1 demi de du delta sur dm carré plus kappa du sur dm. Ce que je vais réécrire comme ceci. Donc attention, je dis maintenant c'est une fonction de x que j'intègre contre ceci. Donc si je fais l'intégration en partie, tout ce bazar-là, c'est moins kappa d sur dx. Allez, je note comme ceci les dérivés en x, dx de du delta sur m, HMM. Donc c'est un moins devant. Voilà, donc je vais calculer ce bazar-là. Alors, donc il y a partout, si je prends U dans les trois termes, j'obtiens directement que c'est inférieur ou égal à F, puisque c'est une sous-solution. Bien. Il faut que je voie la contribution de ce que j'ai rajouté. Quelle est la contribution de ce que j'ai rajouté? C'est le double produit du sur delta m, qui est donc un dx, double produit de quoi? 1 demi par 2, ça fait 1. Ça, c'est le du sur dm, mais il faut que je fasse le même calcul pour le dE sur dm. Le dE sur dm, ça me fait moins log x convolé avec m. Donc le dx de dE sur dm, dont on a besoin, eh bien ça fait moins hm. Donc là, je vais avoir dans le double produit l'intégrale de dx du delta sur dm par moins hm, donc c'est un moins, hm, m, et il y a delta devant, puisque j'ai pris delta fois e, et c'est le double produit.
à part que, il faut faire un peu attention au signe, U delta, c'est U moins delta. Donc il y a le moins qui est devant. Donc le bon signe, c'est plus. Je fais le double produit. C'est 2 fois la dérivée de ceci par la dérivée de cela. Là, j'ai un moins devant et j'ai un moins, donc normalement, c'est un plus. Alors, sur le carré, là, il n'y a pas trop de problème, parce que qu'est-ce qu'on récupère? Bien, on récupère, tiens, donc, Hm carré M. OK? Donc ça, je ne vais pas y toucher. 1 demi de Hm carré. Et enfin, j'ai le dernier terme qui vient du fait que là-dedans, j'ai aussi du moins delta Hm. Hein? Donc, j'ai du moins delta Hm, et ça m'en fait... D'abord, là, j'ai un delta 2. Et... ah oui, moins. Il y a 3 moins. Il y a le moins qui est là, moins kappa. Il y a le moins du moins delta EM et le moins de moins HM. Donc, il y en a 3. Et je trouvais plus, mais donc c'est bien moins delta. Et à nouveau, qu'est-ce que vous récupérez? C'est la même quantité Hm carré M. Et celui-ci est le terme absolument crucial. Parce qu'il nous dit quoi? Il nous dit que l'équation pour U delta est presque la même, à part que kappa est remplacé par kappa moins delta. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que du delta plus 1 demi. Jusqu'à présent, j'avais kappa égale à 1, mais en fait, dans les normalisations qui viennent sur le problème de physique théorique, hein, le kappa, il vaut 1,5. Donc, bon. Alors, du sur delta, ou il vaut 2, je ne sais plus, non, 1,5. Du sur delta M carré. OK. Je dis kappa moins delta. Bon, ça, c'est pas très gênant parce que c'est juste un petit terme supplémentaire. Du sur delta, c'est une petite modification. Du sur delta M dx de MHM. OK. Après, on regarde les intégrales de M cube, parce qu'on sait que ça a des 1 tiers, des 4pi carrés et des choses comme ceci. C'est une intégrale de M cube. Et c'en est combien? Et où se trouve-t-elle? Vous voyez que si delta est petit, le terme dominant, il est là. C'est moins delta. Donc, je vais les placer à gauche. Je vais les encadrer en rouge. Et j'ai un plus delta. Il n'y a pas un kappa devant? Je voudrais quand même essayer d'écrire des choses qui soient à peu près correctes. Ça vient de celui-là, c'était le double produit, donc il y a un kappa devant. Ça ne change rien, ça a le bon signe. Mais quand j'écris les choses... Donc plus kappa delta moins delta carré sur 2, ce qui est un terme strictement positif dès que delta est inférieur à 2 kappa. Je disais delta petit, mais bon, voilà. Et l'intégrale de Hm carré M, c'est formel, qui est semblable à l'intégrale de M cube. Et tout ça est inférieur ou égal à F.
Donc, ce que l'on espérait, à savoir récupérer une sous-solution, c'est essentiellement vrai, à part que j'ai un tout petit peu modifié, delta étant petit, j'ai un tout petit peu modifié le terme de dérive. Mais j'ai créé un terme supplémentaire dans l'inégalité qui mesure la taille dans L3 de M. Donc là, j'ai fait comme si c'était régulier. Si on commence à jouer avec les solutions de viscosité, on a, je vais écrire ça pour simplifier, parce qu'en fait, ça suffit dans le problème qui nous occupe, et j'expliquerai dans un instant, c'est que si on prend un point de maximum de U-phi, c'est en M0, T0, où phi est régulière. Le maximum, là, c'est le maximum par rapport à M et par rapport au T inférieur à T0. Bon, ça, c'est les jeux de solutions de viscosité standard. Il n'y a pas de... pour un problème dépendant du temps. Donc, qu'est-ce que l'on va avoir? Eh bien, on va avoir que dφ sur dt, formellement, plus 1,5 de dφ sur dm, plus kappa moins delta dφ sur dm dans la direction dx mhm, moins f, je vais le mettre de ce côté-là, plus kappa delta, plus nu delta ça va être cet objet-là, qui est strictement positif, de l'intégrale de m carré de m hm carré, que ceci est inférieur ou égal à 0. Maintenant, si phi est régulière, certainement, tout ceci est une quantité finie, et donc, je vais dire, c'est supérieur à moins c. Bon, c'est un moins c de phi. Et donc, vous voyez que ce que j'en déduis, c'est que, alors, l'intégrale de m0 cube, ça c'est en m0, hein. Alors, l'intégrale de m0 cube, qui est semblable à l'intégrale de m0 hm carré, hm0 carré, elle est majorée par une cos c de phi divisée par nu de delta. En d'autres termes, le m0 il doit être dans L3. On a un contrôle dessus. Donc, on s'attend à avoir M0 dans L3. Et puis ça, en fait, on peut le garder et s'embêter avec, ou on peut simplement dire que c'est positif ou nul. C'est-à-dire ne pas le garder dans la solution, dans la formulation, de façon à simplifier, ça a de nombreux avantages. Parce que ce qui est vraiment important, c'est de savoir que M0 est dans L cube. Et en fait, le garder ou non, c'est équivalent. C'est équivalent parce qu'on sait qu'on a un point de maximum qui est dans L cube, et on peut même le récupérer si on en a envie. L'avantage, c'est... là, je suis en train de viser une formulation de solution de viscosité et on veut les simplifier le plus possible. Donc, on voit que cet argument prouve que si on a une sous-solution, qu'on prend un point de maximum en testant sur une fonction régulière,
eh bien, on va s'attendre à avoir une borne sur le point de maximum dans L3, et donc on va pouvoir dire, alors M0 est dans L3, ça va faire partie de la formulation, et donc tentative de définition, il y a énormément de... on peut donner 5 ou 6 définitions des solutions qui se ressemblent toutes avec des petites variantes, etc. Donc on dira que U est sous solution de viscosité, je vais la compléter petit à petit. De l'équation, évidemment, qui est là-bas, de cette équation ici. Alors, je ne dis même pas dans quoi U est. En fait, ce qu'il faut, c'est que ça soit semi-continu supérieurement. Et sous solution de viscosité de l'équation, si quelle que soit phi régulière. Alors, donc, ça, c'est pas totalement clair ce que ça veut dire régulière sur l'espace de probabilité. Si quelle que soit phi régulière, quel que soit M0, T0, point de maximum local, toujours pareil, c'est en M et pour les T inférieurs à T0. Point de maximum local de U delta moins phi. Alors, M0 appartient à L cube. Et on a l'inégalité qui est ici. Alors, l'inégalité qui est ici, je vais lui donner un nom. Cette inégalité, je vais l'appeler étoile. Et on a en M0, T0 l'inégalité étoile. Alors remarque, c'est avec ou sans la partie rouge. Je peux garder la partie rouge, ça a un sens, ou je peux l'enlever. Je trouve que c'est plus joli si on l'enlève. Ça permet de vérifier beaucoup plus facilement que la fonction valeur est solution en ce sens-là. Pour les arguments de perturbation, il faut un tout petit peu plus travailler. On le paye à ce niveau-là. Pour l'unicité, ça ne change rien. Donc, sans ou avec partie rouge. Alors, le fait que M0 soit dans L cube, ça a plein d'autres conséquences. Ben, ça signifie que, en un sens... Donc là, je vais m'attaquer à la régularité. Donc là encore, vous avez une option. Soit vous connaissez bien le cours qu'a fait Charles l'an dernier, ce qui veut dire qu'il faut faire un tout petit peu attention à la définition du problème de contrôle en ayant une formulation qui est beaucoup plus proche de la formulation hilbertienne que d'habitude, que la formulation dont je me suis servi pour le problème de contrôle. Et qu'ici, il faut faire attention à quelles sont les fonctions de test que l'on met. C'est-à-dire, en fait, quels sont les surdifférentiels que l'on met.
Ça, c'est une option. Ou une autre option, c'est que je vais développer dans le cours sans rentrer dans les détails. Donc, c'est plus expliquer une stratégie que faire une démonstration détaillée. C'est de se servir à fond du fait que le M0 soit dans L cube. Alors, en effet, donc, je rentre dans une partie 2 qui est au fond définition des solutions de viscosité, et je l'ai déjà attaqué. Vous savez bien que pour les solutions de viscosité, c'est toujours la même histoire. On fait un doublement de variables, on a une sous-solution U, une sursolution V. Donc, on a le doublement de variable en temps, je l'oublie. On a un U de M, c'est des choses totalement standards pour les solutions de viscosité. Moins V de M', si on était en dimension finie ou dans l'espace de Hilbert ou autre, on mettrait moins 1 sur 2 epsilon x moins y au carré, la distance au carré. Si on était dans la formulation hilbertienne, sinon, ce qu'on a envie de mettre ici, c'est moins 1 sur 2 epsilon. W2 de MM'. Bon, alors en fait, c'est un U delta moins un V delta. Oui, alors, j'ai oublié de faire le calcul pour les sursolutions. Alors, je vais le faire dans un instant, mais de même, pour sursolution, je reviens en arrière, pardonnez-moi, après cette définition, avec bien entendu un V delta en haut qui va être un V plus delta EM. Bon, je vais bien faire le calcul pour voir de quelle inégalité on récupère, mais ce n'est pas très grave. Vous vous doutez bien que ce que l'on va récupérer, je vais tout de suite l'écrire, c'est dV delta sur dt. Je vais le faire ici. Au lieu d'avoir kappa moins delta, on va avoir kappa plus delta. Voilà, on a changé le signe. Ça, c'était le double produit. OK ? Je change juste le signe, donc ça, c'est clair. Je le fais à vue, hein, comme ça sera plus simple. Ce nu delta, il y avait un delta 2 sur 2. Lui, il y est toujours. Hein. Et là, c'est positif ou nul. J'avais un delta 2 sur 2, puis j'avais un moins kappa delta. Pardonnez-moi. J'avais un delta 2 sur 2, il est là. Et j'avais ici, dans le cas de sous-solution, j'avais plus kappa delta. Et ce que je vais avoir ici, c'est moins kappa delta. Donc le terme, il devient essentiellement négatif, c'est-à-dire qu'il se place bien dans l'inégalité. Il donne bien un contrôle de la norme M cube. Donc l'équivalent du truc rouge, c'est de dire que ceci est supérieur, j'écris des trucs positifs, à kappa delta moins delta 2 sur 2, l'intégrale de m hm carré, c'est le même calcul, j'ai juste changé le signe de delta. Tout ce que j'ai fait. Hein. Et là, je dois dire minimum. Et ça, c'est mon V. Voilà, donc V, et c'est mon V delta. Donc, eh bien, on a un point de minimum de V delta moins phi, où phi est régulière. On a exactement la même conclusion, parce que là, vous voyez que ça, c'est un contrôle de la norme L cube. Avant, j'avais kappa delta moins delta sur 2, donc je pense que c'est, oui, ça renforce. Ça, c'est un plus delta sur 2 ici. Ce qui fait que dans l'inégalité rouge que j'ai malheureusement effacée, j'ai juste changé delta en moins delta. Et j'ai changé le signe des sursolutions. Donc je n'ai pas besoin de refaire le calcul, c'est le même calcul en changeant juste le signe de delta. Le calcul que j'ai fait ne dépendait pas du signe de delta en fait.
Donc, on a essentiellement une même inégalité de sursolution qui est renforcée par un peu de la norme, de la norme L3. Et donc, même chose, celui-là, je l'encadre en rouge, parce qu'on peut le garder ou non dans la définition. Bon, donc on voit apparaître une définition de solution et une information supplémentaire, c'est-à-dire qu'en un point d'extrémum, en perturbant un peu la sous-solution, je le perturbe un peu, mais je l'ai descendu. Rappelez-vous, je veux que U soit inférieur ou égal à V. Alors, pour démontrer que U est inférieur ou égal à V, si j'augmentais un peu U et je descendrais V, je prendrais un risque. Avec là, je suis en train de descendre U et de remonter un peu V. Bon, donc, a priori, et les signes sont extrêmement importants là-dedans. Normalement, toujours ces histoires de signes, il faudrait rajouter un peu partout l'intégrale de mx2 à E de m, avec la bonne constante que l'on a déjà vue. Je veux éviter de me trimballer l'intégrale de mx2 dans tous les calculs, donc ça, je laisse tomber. Ça change rigoureusement rien. Et je reviens à la motivation. Donc, on est en train de manipuler des objets comme ça et de dire que j'ai un point de maximum en M0, M'0. Et la formulation que je suis en train de me dire, de manipuler, me dit tout de suite que alors M0 et M'0 sont dans L3. On a cette information. Donc ça, c'est le jeu des solutions de viscosité standard, mais on sait tout de suite que les mesures qui sortent par maximisation sont dans L3. Et ça change tout. Bon. En plus, on est en dimension 1. Donc, il y a une unique fonction convexe de transport, il y a un unique plan de transport optimal. Dimension 1, c'est vrai dès qu'il n'y a pas d'atome. Alors là, on a de la marge. Hein. En particulier, la distance de Wasserstein est dérivable en ce point-là. Et non seulement elle est dérivable en ce point-là, mais ça c'est l'unicité du plan de transport optimal, mais elle attire tous les surdifférentiels à côté. Ce qui veut donc dire que je peux considérer que c'est vraiment une fonction régulière. Ce n'est pas comme s'il était continuellement dérivable. Il faut penser une fonction convexe, ou concave, ou semi-convexe, ou semi-concave. En général, vous n'avez qu'un sur ou sous des... Alors, il faut fixer un sens, un signe là-dedans. Prenez une fonction convexe. Vous avez toujours un sous-différentiel, qui en général est un ensemble. Parce que quand vous prenez une fonction convexe, vous pouvez avoir plusieurs pentes qui sont admissibles comme sous-différentiel. Si vous avez en plus un surdifférentiel, ça veut dire que c'est différenciable. Et lorsque vous avez une fonction convexe, si elle est différenciable, tous les sous-différentiels voisins convergent vers la dérivée. Donc, ça veut dire que, bon, peut-être juste à côté, ce n'est pas dérivable, mais vous en moquez parce que tout ce que vous pouvez mettre comme sous-différentiel, il va vers la bonne dérivée. Et donc, ça vous donne la stabilité dont vous avez besoin. Le problème de dire si c'est dérivable en un point, je prends la dérivée, ça peut être dangereux. Parce que ça peut être une valeur instable, il ne peut rien avoir à côté, on ne sait pas manipuler. Mais là où vous avez un point qui attire toutes les dérivées possibles au voisinage, et en fait tous les surdifférentiels en l'occurrence au voisinage, ben c'est parfait. Donc, quelque part, d'abord, j'ai une dérivée, et cette dérivée, c'est la limite de tous les machins qui ressemblent à des dérivés à côté. Bah, moi, j'ai envie d'appeler ça une fonction régulière.
parce que c'est ce qu'on peut faire de plus voisin de C1 là-dedans. Et donc, ça fait plusieurs fois que je parle de plan de transport, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de regarder, dans le transport optimal, on est en train, j'aurais peut-être dû le dire avant, on est en train de regarder cette minimisation en disant que l'intégrale de dpi de x, y, alors, de points et de y, ce qui veut dire que j'intègre par rapport à y. C'est toujours un peu dangereux, donc je vais mettre des y comme ceci, ce sera plus clair. Bon, ce problème de minimisation, en général, n'est pas une unique solution. Lorsqu'on est en dimension 1, il admet une unique solution, c'est vraiment le problème de transport optimal, dès que les mesures n'ont pas d'atomes, en particulier si elles sont L1. Dans L1, c'est un résultat général de Brognier dans Rn. Et non seulement on a ceci, mais on a une unique application de transport, le pi optimal est obtenu par, disons, m de x masse de Dirac en y égale phi de x égale phi c'est un peu dangereux, égale t de x, où t est une application croissante. Et c'est aussi m' de y de delta de s de y de x, où s est une application croissante et c'est la bonne inverse de t. Il peut y avoir des sauts, donc il faut faire... non, justement, le fait qu'il n'y ait pas d'atome dit qu'il n'y a pas de saut. Donc s est égal à t-1. Et donc, et ça, on a de la marge, c'est parce que m et m' sont dans L3, ce qui entraîne qu'ils sont dans L1, et déjà là ça devient vrai, et ça entraîne qu'il n'y a pas d'atome, mais ça c'est spécifique à la dimension 1. Alors ce plan de transport, c'est assez facile de le manipuler, ou l'application grand T, c'est assez facile de la manipuler, puisqu'il suffit de se servir des fonctions de répartition et le tour est joué. Alors, vous voyez que quelque part, lorsque je suis en train de parler de la mesure de la différenciabilité, quelque part, on a un problème de minimisation, on fait varier la contrainte. Quand il y a unicité du point de minimum, les choses bougent bien, facilement. En revanche, il n'y a pas unicité, et même si M et M', il y a un unique plan optimal, juste à côté, je vais me servir du fait qu'on a dimension 1, il y a des M voisins qui ont des atomes, une petite masse de Dirac de ci, de là. Et pour eux, il n'y a plus d'unicité du plan optimal. Donc en revanche, ce qu'il y a, c'est que les points extrémaux, entre guillemets, dans ce problème de minimisation, vous allez avoir un ensemble convexe de minima. C'est un programme convexe. Et tous les plans optimaux vous fournissent un élément de surdifférentiel. Je serais amené à écrire exactement la différentielle. Donc sur différentiel, c'est pareil, mais pour n'importe quel plan.
Et après, quand vous faites tendre les points voisins vers M, comme il y a unicité, tous les plans optimaux, quels qu'ils soient au voisinage, convergent automatiquement, c'est la compacité des mesures, et le fait que j'ai un programme convexe. Donc ceci attire tous les points, tous les éléments des surdifférentiels voisins. Et donc ça, c'est une fonction qui est un peu plus régulière. Alors, par rapport à ce que faisait Charles, on n'a pas besoin d'étendre les notions de surdifférentiel, de les préciser, etc., parce qu'on a cette propriété de stabilité, et surtout parce que l'on sait que les extrémas sont dans L3. Donc ça permet de se simplifier un peu la vie. Si on n'avait pas cette information, là, il faut faire beaucoup plus attention, parce que la distance de Wasserstein au carré, en les points de maximum, elle ne sera pas dérivable. Donc là, il faut travailler plus. Quelque part, le terme singulier avec cette énergie nous simplifie un peu la tâche. Bon, on peut se contenter de ça, ou on peut appliquer la théorie générale de Charles, et c'est très bien aussi. C'est pas pour faire sans, c'est juste pour voir quelle est... Alors, je reviendrai sur la dérivée, mais on est donc en ce qui concerne la partie non linéaire, on est donc sur un terrain qui est relativement standard, et même un peu plus simple, puisqu'on a l'information que les points de minimum et de maximum sont dans L3. Il est temps de s'attaquer au terme non linéaire, au terme de dérivée non linéaire, de cette dérivée singulière, pardon, ce n'est pas non linéaire en U ou en phi, c'est singulier. Alors, j'ai indiqué que le plan optimal, j'aurais dû continuer pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'il se passe sur le terme en 1,5. Donc, vous voyez que vous avez, lorsque vous faites la démonstration typique de solution de viscosité, vous allez écrire le du sur dm avec un dx en norme au carré. Alors, et là, je vais mettre le W2 carré, et je calcule ça en M0. Le W2 carré, la distance de Wasserstein au carré, de M à M'. Bon, c'est quoi la distance, la dérivée? C'est la formule précédente, en un point de minimum. Pour calculer la dérivée d'un inf, en sachant qu'il y a un unique point de minimum, on dérive le truc en le point de minimum. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit exactement que ce que vous avez envie de rentrer là-dedans, c'est le carré de l'intégrale de x moins y. Et donc, il va y avoir un... J'ai mis sur epsilon. Donc, il va y avoir 1 sur 2 epsilon 2. J'oublie les epsilon de pi 0, je prends ça au carré et j'intègre en x. dy, pi 0 étant le plan optimal. Bon. Dérivation à vue. Ça, c'est une cochonnerie, d'autant plus que si je regarde, sauf si on se souvient que par rapport à y, le seul point qui est chargé, c'est le point t de x. Donc ça, ce n'est rien d'autre que 1 sur 2 epsilon 2, le x moins t de x, m de x au carré. Et que si vous comparez avec 1 sur 2 sur 1 demi de dx de dm', de w2 carré, le tout au carré,
Oui, alors il y a les epsilon, oublions-les. Hein, il y a des epsilon, il y a 1 sur epsilon 2 partout. Je l'avais mis à droite, mais pas à gauche. Donc, c'est pas la peine de se. Bah, c'est le même genre de calcul, mais vous avez un demi de y moins s de y. Oui, j'ai dit une bêtise sur sur t. Je n'ai pas suffisamment écrit de choses. Donc ça c'est correct, mais il y a une relation. Le t, il n'est pas assez défini. Ce que j'ai oublié de dire et que j'aurais dû le dire avant, c'est les choses standards par le transport, c'est que M' est l'image de M par T. Ce qui veut simplement dire que l'intégrale de phi de y, M' de y, c'est l'intégrale de phi de t de x, M de x. Et alors là, on a une totale symétrie, c'est M est l'image par M', l'image de M' par S. Quand j'ai rappelé les propriétés du couplage, du transport optimal, j'ai oublié cette information absolument cruciale. Et c'est ce qui assure, donc là j'ai un M' de Y, ce qui assure que ces deux termes sont égaux. Vous voyez quel est mon phi, ça fait x moins t de x, et ça c'est t de s de y. Et donc, vous faites la transformation et vous récupérez cette quantité. Bon, alors ça c'est vraiment ce qui subsiste de du fait que le gradient en x de x, et en fait c'est plus général que ça, si vous oubliez les carrés, vous voyez que vous avez une information qui ressemble un peu à l'information que le gradient en x de x moins y au carré, c'est moins le gradient en y de x moins y au carré. Enfin, en l'occurrence, voilà. Et donc, lorsque vous prenez des carrés en particulier, c'est évidemment la même chose. Bon. Je n'en dis pas plus, on n'a pas de souci à se faire avec les moins, sinon il faut faire un peu attention dans le doublement de variables, comme c'est standard dans les équations d'Hamilton-Jacobi. Donc, oui, tout ça c'est bien défini, c'est stable parce que le M est dans L3, donc on a des notions de solution, et là on peut faire comme si la distance de Wasserstein était régulière. OK. Donc là, j'ai donné, je pense, suffisamment d'éléments pour comprendre les démonstrations. Alors, maintenant, j'ai toujours mon 1 sur 2 epsilon W2 carré de MM' que je veux injecter. Je veux mettre provisoirement de côté le kappa plus delta et le kappa moins delta. On voit bien qu'il il va falloir un peu corriger. Mais oublions cela pour l'instant. Je vais faire comme si kappa plus delta était égal à kappa moins delta et donc à kappa. On va faire comme ça. Donc le terme de dérive. Alors on peut faire le calcul que je vais faire dans un instant. On peut le faire dans l'espace des mesures ou on peut le faire
dans l'espace de Hilbert. Bon. Ce que je prétends, c'est que lorsque j'injecte d sur dm de W2 carré dans la direction plus dx de MHM, et que je rajoute d sur dm', ouais, au sens de moins, ouais, de W2 carré, toujours dans la direction dx de MHM, et que je calcule ce bazar-là en M0, M'0, je prétends que ça, c'est positif ou nul. Alors, ça, c'est... Et donc, ce terme singulier, ben, essentiellement, on peut le jeter. On a une inégalité pour la sous-solution. J'ai dit kappa plus delta, elle est égale à kappa. Avec le premier terme, on a une inégalité supérieure ou égale pour les sursolutions, qui est le deuxième terme. Quand on additionne, c'est-à-dire on prend la première inégalité et on soustrait la deuxième inégalité, on obtient ce terme-là. Et ce terme-là, dans la démonstration de l'unicité, s'il est positif, ça va dans le bon sens. Je ne vais pas refaire les démonstrations d'unicité complète, je vais indiquer le schéma dans un instant, mais on est proche du but. Alors, à ce niveau-là, je vais vérifier ce point-là et puis expliquer pourquoi c'est vrai. L'explication est simple. C'est que l'équation de Dyson réduit, comme on l'a vu l'an dernier d'ailleurs, réduit la distance de Wasserstein au carré. dm sur dt plus dx de HMM, de MHM. Voilà, ça fait un peu beaucoup de m et de m', bon, peu importe. Et donc, m en t égale à 0 égale m0, voilà. Je vais faire ces notations-là, dm' sur dt plus dx de MHM égale à 0, m en t égale à 0 égale m', 0. Ce que l'on sait, c'est que l'équation de Dyson, il y a des primes ici, réduit la distance de Wasserstein, donc on sait que d sur dt de W2 au carré de m de t, m' de t, est négatif ou nul. C'est contractant pour la distance de Wasserstein. Écrivons ça en 0. Et qu'est-ce que l'on récupère? Eh bien, on récupère exactement cette inégalité. Parce que, bon, vous me dites c'est inférieur ou égal à 0, et là j'ai positif, oui, mais c'est parce que c'est moins. Donc on prend en t égale à 0, qu'est-ce que ça donne? Ça nous dit que d sur dm de W2 carré multiplié par m-, et m-, c'est moins d sur moins dx m hm. Donc je vais mettre un positif ou nul, et j'aurais tenu compte du moins. Et c'est exactement dx de mhm
celui-ci, je continue la dérivation, plus d sur dm', le w2 carré. Oui, je pense que c'est... Oui, c'est un plus ici, pardonnez-moi. Parce qu'il y a un moins dans la formulation et un plus dans le... on reverra, ne vous faites pas de souci pour le signe, on va le revoir. D sur dx de MHM en M0, M'0, ce qui est exactement ce que je voudrais démontrer. Donc le terme qui est singulier, à part la petite modification due à l'entropie, le kappa plus delta, kappa moins delta, dans les démonstrations standards d'unicité, eh bien, il disparaît, lorsqu'on travaille avec la distance de Wasserstein, il disparaît parce qu'on a la monotonie. On a la monotonie qu'il faut, parce qu'on a une évolution monotone qui contracte les distances. Monotonie, en un sens, c'est une évolution qui contracte les distances. Donc ça, c'est une super nouvelle, parce que c'était quand même un des deux termes extrêmement difficiles. Alors, je vais vous faire une autre interprétation de cette décroissance, qui est d'ailleurs une autre démonstration du fait que de cette inégalité, qui est aussi une autre démonstration de la décroissance des distances de Wasserstein par le flot de Dyson. Donc là, je suis dans une partie 3 qui est pourquoi unicité. Je ne prétends pas faire une vraie démonstration d'unicité, là. J'ai juste mis en place tous les ingrédients, les définitions de tous les ingrédients. Donc, je vais faire une remarque et puis conclure avec un théorème général. Alors, donc la remarque, c'est sur ce signe et la contractivité. C'est de dire que la formulation hilbertienne, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, bon, ça ne va pas être facile à comprendre en 30 secondes, mais en gros, voilà de quoi il s'agit. L'idée, c'est de considérer que, au lieu de travailler sur l'espace de mesure, vous travaillez donc dans P2, vous travaillez sur un espace de probabilité dont x sont les variables aléatoires de carré intégrable. Et bon, il y a une petite restriction sur l'espace de probabilité, c'est qu'il faut pouvoir construire sur cet espace, quelle que soit la mesure, construire des variables aléatoires qui ont pour m, dont la loi est une mesure quelconque. Alors ça, c'est simplement dire qu'il ne faut pas qu'il soit dégénéré, l'espace de probabilité. Un espace fini, ça ne marcherait pas. Par exemple. De manière générale, il ne faut pas qu'il y ait d'atomes, etc. Bon, il y a des résultats généraux. Je crois que c'est une condition nécessaire suffisante, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas d'atomes. Bon, pas d'atomes pour le P qui est là, qui maintenant n'est pas l'espace des probabilités, mais la mesure de probabilité sur les variables aléatoires dont on se sert pour décrire les variables. Alors, si vous avez une équation de transport comme ceci, et que vous démarrez avec une condition initiale M0 et une variable aléatoire dont la loi est M0, l'équivalent de ceci, c'est de résoudre x0 point égale b de x, x point égale b de x,
C'est une équadif dans l'espace H qui est ici. Le B n'est pas un champ de vecteur quelconque de H dans H, parce que le B prend des valeurs qui sont, ici on est, le petit x c'est un élément de R, et donc on injecte la valeur de x en oméga dans le B. On pourrait avoir des équations différentielles dans H plus générales, où B est une application qui transforme une variable aléatoire en une autre variable aléatoire. Là, elle se contente juste, elle est locale. C'est un B de x de oméga, et de t, bien sûr. Alors, si je fais ça, alors c'est simple de voir que la loi de x, à l'instant t, est m de t. C'est à la base de ce qu'on appelle la formulation hilbertienne d'équations sur l'espace des mesures de proba. Donc, cela vous donne une manière de transférer des équations sur l'espace des mesures de proba hein, dans l'espace de Hilbert. Bien. De sorte que l'équation de Dyson, on peut l'écrire de manière très simple. Pas pour ça que c'est juste l'écriture qui est plus simple. En effet, cela va devenir, B c'est quoi? Ça devient l'équation différentielle ordinaire suivante, qui est H de loi de x. Donc ça, c'est une fonction, et vous l'appliquez en x. D'accord? Ça, c'est mon m. Vous prenez hm. Hm est une fonction, et vous l'appliquez en x. Voilà, donc c'est cette équation que vous pouvez appeler non locale dans l'espace des variables aléatoires, qui est l'équation de Dyson. C'est une équation différentielle ordinaire. Et la décroissance donc maintenant je vais prendre x0 qui est dans la loi et m0, hein, je suis toujours dans mon inégalité, la loi de x'0 qui est m'0, très bien. Et je prends un x0, x'0, dont la loi est pi0. En d'autres termes, vous pouvez penser, pi0 est un couplage optimal. En d'autres termes, vous pouvez penser que x'0, c'est juste x0 de t, rond t. C'est t de x0. T étant l'application de transport optimal, la fonction croissante, etc. Donc j'ai parlé de monotonie ou d'anti-monotonie, en l'occurrence, ici. Donc il faut juste bien faire attention aussi, mais il n'y a pas de souci là. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie de dire? On a envie de dire, je prends l'espérance, c'est la traduction de ce que je suis en train de voir. Je prends l'espérance de h de loi de x moins h de loi de x', x moins x'. Et ce que je prétends, c'est que, en tout cas, ceci est négatif si x est égal à x0 et x' est égal à x'0. Ça ne sera pas forcément négatif ou nul. Mais je voudrais qu'on fasse le calcul sans prendre
deux variables aléatoires qui sont couplées optimalement pour que l'on voit à quel niveau le fait que ce soit le couplage optimal, en d'autres termes, que la loi jointe soit le plan de transport optimal, en quoi ceci se voit au niveau de la démonstration. Donc je pense que c'est un calcul qui est relativement instructif. En plus, c'est une manière de faire la démonstration de la décroissance qui est là. Auparavant, je voudrais faire une remarque qui est pour bien montrer la cohérence de ceci. Quand j'écris ceci, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Parce que, bon, Hm, c'est ça, c'est une fonction qui est dans L cube. Bon. X est un peu aplati, donc que je puisse parler de Hm de X à la limite. Mais en fait, ce que je veux indiquer, c'est que l'espérance de E de H de M, ça sera la loi de X au carré. Donc j'ai une variable aléatoire, mais peut-être elle sort complètement de mon espace qui est là. Ben, ça, on le calcule, mais ce n'est pas très compliqué, parce que ça fait l'intégrale de M Hm carré, tiens donc. Et donc le fait que M soit dans L cube, c'est fini si M est dans L cube. Et on sait que le flot de Dyson décroît la norme L cube. En d'autres termes, le fait que M soit dans L cube, c'est équivalent au fait que Hm de X est dans L2. C'est-à-dire que cet équadif est une équadif que l'on peut écrire dans l'espace de Hilbert. Je dis bien qu'on peut écrire parce qu'il faut faire un tout petit peu attention là-dedans. C'est est-ce qu'on peut vraiment donner un sens à cette variable aléatoire? Bon. Dans le sens où c'est vrai tant que X qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter que X ne prenne pas trop souvent des valeurs qui sont des points de discontinuité de Hm. Donc voilà, donc c'est une hypothèse un peu déplaisante. Alors, si M est bien étalé, il y a zéro problème. Hein. Donc, ça on peut le justifier, mais il y a une micro-hypothèse. Il est possible que, vu ceci, on puisse vraiment définir cet objet sous la seule hypothèse que M est dans L3. Mais enfin, par continuité. Donc, je ne vais pas me préoccuper de cette... je vais faire comme si M et M' étaient réguliers. Mais vous voyez comment toutes les pièces s'emboîtent, comment le fait qu'on soit dans L3 fait que, justement, dans la formulation hilbertienne, ce truc qui, a priori, était singulier devient bien défini dans l'espace de Hilbert. Bon. Alors, ce calcul, on va introduire la loi jointe, qui dans le cas x0', x'0 sera m0, m'0, loi jointe de xx' que je baptise pi. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une double intégrale. Je vais avoir un dpi de x et de x', dpi de y et de y'. En fait, c'est une quadruple intégrale, mais je n'ai pas du tout envie de m'embêter avec ça.
Alors, x moins x', donc je vais avoir x moins x'. Je veux bien sûr aller trop vite. Ouais. Alors le h de loi de x, c'est 1 sur y moins x. Non, je vais trop vite là. Alors, c'est l'intégrale de 1 sur x. On va faire les choses doucement. X moins y de m de y. M de y, je vais dire que ceci, c'est l'intégrale double de dy de pi dy dy'. Voilà. Pi étant la loi jointe de x'. Non, ça c'est juste la transformée de Hilbert, et le fait que m, c'est l'intégrale en y' et transformée de Hilbert. Donc là, on y est, il y a l'espérance. Vous avez une expression comparable avec un x' que je peux écrire moins y' pi de y', dy'. OK. Et tout ceci est multiplié par x moins x'. Maintenant, vous développez sur les x et x' par rapport à la loi jointe, et donc vous avez cette quadruple intégrale que je voulais écrire peut-être un peu vite, qui est l'intégrale de x moins x'. Il va y avoir un pi de xx', un pi de y'. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez x moins x' multiplié par 1 sur x moins y, moins 1 sur x' moins y. Bon, oubliez tout le fatras qui est là, mais c'est très naturel. Hein. Ça, c'est pour tester la monotonie, c'est le x moins x', et puis ça, c'est la différence des transformés de Hilbert. Et le tout par rapport à la loi jointe. Bon. Et ici, il y a un y'. Alors, on peut réécrire les choses un peu autrement si on en a envie. J'hésite un peu sur ce que je vais faire là. Exprime. Donc, si on réduit au même dénominateur, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir l'intégrale de x moins x' de y moins y' moins x moins x' divisé par x moins y x' moins y'. On est d'accord? Ça c'est juste réduire au même dénominateur, étant entendu qu'il faut faire attention au signe qui est là. Et si je fais en plus l'échange x donne y, x' donne y', hein, donc par symétrie, si j'échange x et y et y et y',
qu'est-ce que je récupère? Bien, je récupère moins 1,5 de l'intégrale quadruple de x moins x' moins y' au carré, divisé par x moins y, x' moins y'. Donc, j'ai moins un carré, donc c'est presque tout le temps négatif ou nul, à part que dans le dénominateur, je ne connais pas son signe. Alors, si je suis en le couplage optimal, si couplage optimal, bien, je vais savoir que y égale t de x et que y' égale t de x'. Que x' égale t de x et que c'est le passage de m à m', de grand X à x', donc c'est rajouter un prime, et que y' égale t de y. Et donc là, le dénominateur, qu'est-ce qu'il est? C'est x moins t, x moins y par t de x moins t de y. Et dire que t est croissant, c'est quel couplage optimal, c'est précisément dire que c'est positif ou nul. Donc vous voyez que je ne peux pas conclure de dire que dans l'espace de Hilbert, cette sorte d'équation différentielle ordinaire réduit les distances. En revanche, pour le couplage optimal, elle réduit les distances, et ça veut dire que ça réduit la distance de Wasserstein au niveau des lois. Donc voilà pourquoi on a voilà une manière. Là, c'est deux lignes de calcul qui montrent pourquoi la distance de Wasserstein se réduit. Alors, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez le faire rien qu'avec des mesures, en oubliant, les variables aléatoires. Bien. En faisant le même calcul, parce qu'au fond, c'est un peu le même calcul que l'on fait. Si on était parti directement avec un couplage optimal, on aurait pu faire le calcul au niveau de l'espace des mesures sans problème. Bon, alors donc là on a mis en place toute la stratégie de démonstration et on commence à comprendre pourquoi unicité. Donc aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer les différents ressorts de la démonstration de l'unicité et on a fait le plus gros du boulot. Donc on va la semaine prochaine faire encore une petite remarque sur le kappa moins delta, kappa plus delta. Soit on le garde pour plus tard, c'est pas mal de le garder, soit on s'en débarrasse par un argument d'homogénéité. Donc c'est un petit raffinement sur les notions de solution. Donc je ferai ça. Je citerai un théorème d'existence et d'unicité. Voilà. Et puis je commencerai à parler de n tend vers l'infini. Je mettrai les problèmes de cible au moment où on en aura besoin réellement au niveau des... Ou je ne sais pas, on verra. En tout cas, déjà, on aura de quoi faire la semaine prochaine, mais on avance et vous voyez les principales raisons pour lesquelles il y a effectivement le problème est bien posé. Donc, d'une part, l'idée que si on perturbe avec l'entropie, on garde les bonnes inégalités, on a les bons signes, mais j'insiste bien que avoir les bons signes, c'est pas un hasard, c'est pas un miracle. C'est simplement qu'on est en train, c'est exactement comme si on disait, tiens, avec l'équation de la chaleur, quand on fait du contrôle optimal avec la norme L2, tout se passe bien. On a des problèmes monotones et tout ce qu'on veut. Là, c'est exactement la même chose, à part que tout est non linéaire, c'est l'équation de Dyson, mais
Donc, là où avec la norme L2, vous gagnez la norme H1, bien avec l'entropie, vous gagnez la norme L cube. Hein. C'est un peu le pendant avec l'équation de la chaleur. C'est-à-dire que de H-1,5, vous passez à L cube, vous gagnez un demi-cran de régularité. Donc il y a une certaine analogie entre équation de la chaleur et équation de Dyson qui se reflète dans les problèmes de contrôle optimal et leur équation de Hamilton-Jacobi-Bellman associée. A posteriori, on peut l'expliquer comme ça, hein, c'est toujours plus simple a posteriori. Mais le point essentiel, c'est de dire qu'il n'y a pas de miracle. Hein. Moi, les démonstrations miraculeuses, j'y crois pas. Je ne crois pas au miracle de manière générale. Donc, en maths, s'il y a un truc qui marche, ce n'est pas au hasard. C'est pour ça que je suis gêné par l'identité de Kotlar. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc là on n'est pas dans le miracle, c'est un bien grand mot pour une inégalité comme ça, mais c'est quand même un peu bizarre. Et pour moi, j'avoue que je ne comprends pas. J'aimerais comprendre de plus en profondeur ces identités. Bon, peut-être que ce n'est pas possible, j'en sais rien. En tout cas, là, pas de miracle, les choses se mettent en place, et c'est parce que l'équation de Dyson, les équations... Il y a des gens qui manipulent le vocabulaire libre très facilement. Donc, oui, c'est une sorte d'équation de la chaleur distille libre. Bon, ok. Donc, l'analogie en tout cas, est frappante. Sur ce, séminaire dans un quart d'heure.